Parlerons avec Bernard de Montréal du centre de gravité mentale versus le centre de gravité astral, s'il y en a un. Nous recevons donc Bernard de Montréal pour nous entretenir sur ce sujet. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bernard, les gens sont souvent confrontés à prendre des décisions et à tenir une décision. Et on se dit tout le temps, pour prendre une décision, il faut être capable faut disposer d'une bonne volonté, il faut même disposer d'une force de caractère. Il y a toutes sortes d'interprétations psychologiques qui se font autour du phénomène de contenir une décision. Et une qui est retenue souvent, c'est le phénomène du centre de gravité. Disposer d'un bon centre de gravité. Est-il possible de parler d'un centre de gravité astral? Est-ce que ça existe, un centre de gravité qui a des composantes ou des caractéristiques astrales? Ou ce n'est que strictement dans le mental qu'on peut vivre d'un centre de gravité? Bon, si on prend la définition d'un centre de gravité mentale, c'est un peu celle-ci. Un centre de gravité mentale, c'est un état d'esprit qui permet à un individu de ne pas être affecté dans ses émotions. Ça crée un centre de gravité mentale. L'homme n'agit pas avec de l'énergie émotionnelle. Il agit avec de l'énergie mentale émotionnalisée. Mm-hmm. Les personnes qui ont marqué les anciennes civilisations, on parle du temps des Romains jusqu'à aujourd'hui, on parle de l'involution, donc de l'étape d'une sorte, ni plus ni moins, de dégradation. Et est-ce que ces gens-là disposaient d'un centre de gravité? On parle des Césars, des Napoléons, même des Hitler ou des Abraham Lincoln. Il y avait un centre de gravité mentale astralisé. OK. Il y a donc une nuance entre le phénomène de mental et d'astral. Et vous dites qu'il y a un centre mental qui peut être astralisé. Est-ce qu'on pourrait faire les variantes à ce niveau-là? Une variante dans quel sens? Dans le sens que les gens qui ont la capacité de créer, qui ont la capacité de rendre à terme des projets qui influencent des civilisations, qui influencent des nations, disposent d'une force, d'une aptitude à traiter avec les événements sans se décourager. Et on parle à ce moment-là de centre de gravité mentale, mais vous dites aussi que ces gens-là peuvent se faire astraliser même s'ils disposent d'un centre de gravité mentale. Oui, parce qu'un centre de gravité mentale, c'est un potentiel d'action chez l'homme. Mm-hmm. Puis dans la mesure où le potentiel d'action est astralisé, la direction que va prendre l'action va être astralisée. Autrement dit, si vous avez un homme qui a un centre de gravité mentale qui est très épuré de l'émotion, qui est très épuré des aspects subjectifs de sa personnalité, à ce moment-là, cet homme-là va prendre des décisions qui sont réellement intelligentes. Mm-hmm. Tandis qu'un homme qui aurait un centre de gravité mentale astralisé, il va prendre des décisions, il peut faire des choses, il peut construire des choses, mais ce qu'il va construire va être conditionné par l'émotion dans son mental. Puis l'émotion dans le mental humain, c'est pas nécessairement... L'émotion dans le mental humain, c'est pas nécessairement une émotion faible, ça peut être une émotion forte. Si on prend des gens, par exemple, comme par exemple Hitler, qui avait un centre de gravité mentale très développé, mais très astralisé, l'énergie émotionnelle colorait son mental, donc colorait son intelligence, donc l'amenait à faire des erreurs qui progressivement qui progressivement s'empirait au fur et à mesure où il avançait dans le processus de sa vie. Quand on parle d'émotion, d'ailleurs, la nature de l'émotion chez l'être humain est très peu comprise parce que l'émotion est toujours basée sur des aspects de la personnalité, alors que le mental pur, n'est pas basé sur la personnalité. Il est basé sur un rayonnement de l'esprit de l'homme à travers ses corps subtils. Puis dans la mesure où l'homme
a beaucoup de rapport avec cette source-là qui est la sienne. Dans la mesure, autrement dit, où l'homme n'est pas astralisé, ou dans la mesure où il est moins astralisé, son centre de gravité est beaucoup plus ajusté, beaucoup plus précis. Donc, il y a beaucoup plus d'intelligence qui rayonne de cette faculté humaine-là. Et les chances de faire des erreurs, puis de détruire, puis de retarder un processus évolutif sont progressivement diminuées. Quand on parle de centre de gravité mentale, ultimement, pour un homme en évolution, pour un homme qui devient conscient, c'est sa capacité éventuelle d'en arriver à avoir beaucoup de clarté dans l'esprit, beaucoup de clarté dans le mental. C'est ça, la définition ultime d'un centre de gravité. Par contre, il y a des hommes, effectivement, sur l'échelle d'évolution personnelle, qui ont un centre de gravité, qui font des choses avec de la force, avec de la puissance, ainsi de suite, mais qui peuvent colorer cette énergie-là. Donc, à ce moment-là, leur centre de gravité mentale est beaucoup plus sujet à l'erreur que dans le cas d'autres personnes qui seraient moins astralisées. Bon, vous dites un centre de gravité, c'est lié au fait d'une clarté. Et souvent, on va dire que l'émotion embrouille l'individu. Comment vous pouvez concilier un centre de gravité qui suppose une clarté dans l'action et le fait que l'individu émotivement soit pas envahi à outrance par les émotions? Quand on parle d'émotion chez l'homme, on parle de certaines catégories d'énergie, dont certaines sont évidentes, conscientes, présentes à son esprit, et dont d'autres ne le sont pas. Autrement dit, si l'homme travaillait en étroite relation avec le plan mental, ou en étroite relation avec le rayonnement de son esprit, ou en étroite relation avec sa source mentale, l'homme aurait très peu d'émotions dans sa conscience. Parce que l'émotion fait partie de la nature animale, alors que l'absence d'émotion fait de plus en plus partie d'une nature humaine, conscientisée, transmutée, totalement à l'abri de la conscience planétaire. Et c'est ça qui fait la différence. Mais cet état de conscience-là qui nécessite une relation étroite avec le plan mental, donc avec le plan de l'esprit, ou donc avec le plan où s'actualise le double, ça demande beaucoup de transformation des corps naturels de l'homme. Et c'est pour ça que les hommes c'est pour ça qu'on ne retrouve pas dans l'expérience humaine beaucoup d'êtres qui sont capables d'être consistants dans leur mouvement, dans leur expérience, pendant des années et des années et des années, parce que l'énergie émotionnelle est toujours là pour guetter l'homme, parce que sa nature animale est très présente. Et sa nature animale n'est pas toujours consciente. Il y a beaucoup d'aspects de notre nature animale qui fait partie de notre inconscient. Puis cette nature-là, elle monte en surface quand on vit dans la vie des grandes oppositions. Donc, il y a des hommes dans le monde, par exemple, bon, on va prendre Hitler, par exemple, qui, quand il vivait des oppositions, ils envoyaient les individus qui leur étaient en opposition, ils les envoyaient au cachot ou ils les faisaient mitrailler. Donc, ils allaient chercher le pouvoir. Ça a été la même chose avec Staline. Mais ça, c'est un centre mental, c'est un centre de gravité astralisé. Un homme qui serait conscient et qui vivrait une opposition dans son processus créatif, dans son processus de construction, n'enverrait pas une personne en opposition au cachot, ne le ferait pas mitrailler. Parce que sa conscience mentale serait capable de résoudre le nœud de l'opposition. Est très intéressante, votre question. Je ne l'ai jamais vu ce point-là, mais c'est très intéressant parce que ça nous amène à comprendre que quand on parle d'un centre de gravité mentale, d'un point de vue initiatique, d'un point de vue de conscience, d'un point de vue d'identité, on parle d'une formulation créatrice de l'intelligence humaine par rapport à des niveaux de conscience autres que la sienne qui peuvent être intégrés à son processus créatif. Un être qui a réellement un centre de gravité mentale
dans le sens que je le parle, est capable facilement de dénouer le centre de gravité mentale astralisé d'une autre personne pour l'amener finalement, cette autre personne-là, à voir et à bénéficier et à se structurer par rapport à un niveau de conscience créatrice qui, vibratoirement, si vous voulez, ou intelligemment, si vous voulez, devient clair pour lui. La seule raison pour laquelle les hommes qui ont des centres de gravité mentale développés, astralisés, ne sont pas capables de travailler avec d'autres êtres qui peuvent être par rapport à eux en opposition, c'est parce que ces êtres-là sont astralisés, c'est-à-dire que leur centre de gravité mentale n'est pas fondé sur la lumière, mais il est fondé sur des pulsions de l'âme. Et elle est toute là, la différence. Si le centre de gravité mentale de l'homme était fondé sur la lumière de l'homme, et que l'homme venait en contact, qu'il soit dans la politique, par exemple, qu'il venait en contact avec des ennemis politiques, au lieu de les envoyer au cachot, au lieu de les envoyer à la mitraille, et ainsi de suite, il saurait, à cause de son centre de gravité mentale totalement déastralisé, les intégrer dans un processus créatif et faire de ces liens-là avec d'autres d'immenses alliances. Et c'est ça qu'on retrouve difficilement dans l'expérience humaine, dans l'expérience politique. Regardez ce qui se passe en Haïti. C'est la même chose dans le monde. On est toujours sujet à des individus qui ont un certain centre de gravité mentale, mais on n'est pas capable de les intégrer dans notre champ d'énergie créative parce qu'on est astralisé. Donc, le problème du centre de gravité mentale chez l'individu, c'est un problème humain, c'est un problème universel, puis c'est pour ça que dans le monde, les problèmes ne se résolvent pas. Bon, vous semblez dire, si je comprends bien, qu'une personne qui est astralisée dans son développement neutralise pas ou n'est pas en mesure de neutraliser les oppositions. C'est ça. Tandis qu'un individu qui est une personne qui est dans un développement de conscience, je dis pas qu'elle cherche l'opposition, mais elle cherche dans l'individu qui lui propose une opposition un moyen de s'allier. Donc, est-ce que ça veut dire que l'être qui a de l'identité va être en mesure de neutraliser toutes les oppositions par l'alliance? Techniquement, il devrait être capable de neutraliser toute opposition par l'alliance. L'alliance devenant simplement une conséquence de cette neutralisation d'opposition. C'est une abomination que l'homme soit pas capable de neutraliser l'astral d'un homme. C'est ça de la conscience. Sinon, on est réduit à vivre des expériences personnelles, des expériences sociales, si vous voulez, à une échelle involutive qui, de plus en plus, devient difficile à résoudre. Les hommes, quand on parle de conscience ou qu'on parle de centre de gravité mentale ou quand on parle d'évolution de l'intelligence, c'est cette capacité qu'a l'intelligence d'un homme qui a une centre de gravité mentale développée de pouvoir neutraliser les oppositions qui sont simplement des reflets de lumière qui ne sont pas ajustés à une conscience supérieure. Les hommes, on peut pas dire que on n'a même pas le droit de dire qu'un homme est irrécupérable. C'est pas vrai qu'un homme est irrécupérable. Les hommes sont rendus irrécupérables parce qu'on n'a pas la capacité de les récupérer. Tous les hommes sont récupérables. L'être humain ne veut pas nécessairement être récupéré, mais l'être humain veut être mis en vibration, c'est-à-dire en harmonie de rapport avec l'être humain. Donc, c'est toujours la responsabilité de celui qui a un plus grand centre de gravité mentale, à qui incombe la responsabilité de récupérer ceux qui autour de lui ont un centre de gravité mentale plus astralisé. Et les hommes sont prêts à être récupérés au niveau de leur astralité, dans la mesure où c'est fait par des êtres où ils sentent que la récupération qu'ils font au niveau de leur centre de gravité mentale, c'est une récupération qui est réellement basée sur la clarté de leur mental, sur l'intelligence créatrice, sur le rapport humain totalement dédié à la reconnaissance d'une cause valable et non pas simplement à l'appui de certaines valeurs subjectives qui font partie de la capacité psychologique d'un individu ou d'un autre d'interpréter le phénomène. Mm-hmm. Vous appliquez beaucoup le phénomène de la récupération à la participation à une cause. Le phénomène de récupération est fondamental à la gestion des événements sur la Terre.
un homme qui ne sait pas récupérer les événements dans la vie par rapport à des individus, parce que c'est toujours par rapport à des individus, ou par rapport à lui-même, est incapable au cours de son expérience d'en arriver à configurer un développement créatif à la mesure de son intelligence. Ce qui définit le niveau d'intelligence d'un homme, c'est sa capacité de récupérer autour de lui des êtres qui sont plus ou moins astralisés. C'est pas sa faculté expérientielle, c'est pas son savoir académique, c'est pas sa personnalité plus ou moins forte. C'est sa capacité de récupérer les hommes. Le processus de récupération est inévitablement relié à la reconstruction psychique de l'ego. Donc, un homme qui est capable de reconstruire instantanément un ego, c'est-à-dire de rétablir l'équilibre émotionnel et mental d'un ego, parce que cet ego-là est astralisé, cet homme-là a un centre de gravité mentale. Et si l'homme savait qu'est-ce que c'est un centre de gravité mentale, si l'homme était réellement conscient de la puissance créatrice qui émane de ce rayonnement-là, l'homme serait absolument convaincu que récupérer les hommes ou les événements à travers les hommes, c'est essentiellement la fonction ultime de toute forme d'intelligence et c'est connexe avec la résurrection instantanée de ce qu'on peut appeler l'esprit sur le plan matériel, c'est-à-dire la reformulation des liens humains, la reconstruction de toutes les forces sociétales qui sont en mouvement sur une planète et aussi la reconstruction dynamique d'un processus créatif. C'est ça qui fait partie de ce que j'appelle l'évolution. Donc, on n'a pas été pendant l'évolution éduqué à la reconstruction. C'est évident qu'on a eu il nous a été inculqué des façons, des mécanismes pour empêcher que les relations entre les hommes se dégradent trop. Bon, on appelle ça le protocole politique, on appelle ça la diplomatie, on appelle ça les bonnes manières, on appelle ça le langage posé. On a donné des valeurs à des comportements humains. Ces comportements humains-là, ils sont valables dans la mesure où l'assiette de l'expérience ne déborde pas trop. Mais aussitôt que les relations humaines sont extrêmement froissées par des conflits qui souvent semblent être irrécupérables ou insolvables, on s'aperçoit que là, notre nature émotionnelle entre en jeu. Là, on s'aperçoit qu'on se laisse astraliser et éventuellement, on réalise qu'on n'a pas les moyens, qu'on trouve pas les moyens. On les a, mais on les trouve pas. On n'accède pas à nos moyens de désastraliser, de diffuser cette énergie astrale-là qui s'empare d'une autre personne, qui s'empare de soi, et éventuellement, on n'est plus capable de résoudre les problèmes entre nous deux, puis souvent, c'est pour ça qu'on a besoin des médiateurs. Les médiateurs qui font partie un peu des méthodes modernes de résolution de conflits existent. Pourquoi? Parce que le patronat puis le peuple où les travailleurs ne sont pas capables de s'entendre parce qu'ils ne sont pas capables de neutraliser l'astral de leur centre mental inférieur. Si le patronat était capable, puis le prolétariat, mais les travailleurs étaient capables de s'asseoir ensemble, il n'y aurait pas besoin de médiateurs. Mm-hmm. Si les hommes en position de conflit étaient capables de résoudre leur propre astralité par rapport à un conflit, ils seraient capables de comprendre le processus créatif de leur intelligence et de s'apercevoir qu'ils sont capables et qu'ils ont le potentiel de neutraliser toute forme d'astralité. Mais ça demande un centre de gravité mentale. C'est ça, un centre de gravité mentale. Bernard, est-ce qu'il faut avoir un centre de gravité mentale pour récupérer ou on développe notre centre de gravité en récupérant? Le centre de gravité mentale, il faut qu'il soit construit, puis il ne peut pas être construit par l'homme lui-même. Il faut qu'il soit construit par quelque chose d'autre. Un initié, par exemple, son centre de gravité mentale va être construit directement dans une fusion par rapport à des forces occultes. Parce que un homme ne peut pas se soumettre à la construction d'un centre de gravité mentale parce que les forces de la personnalité sont trop grandes. Donc, si on part, par exemple, d'un certain niveau, si on part d'un initié, un initié, son centre de gravité mentale va être construit par les forces occultes avec lesquelles il y a un rapport télépathique direct, en fusion. Après ça, une fois que ce plan-là est établi, les hommes peuvent se faire construire, se faire mettre en présence de
l'actualisation d'un centre de gravité mentale. Et à ce moment-là, ils sont capables de comprendre le processus de formation de ce centre de gravité-là. Ça prend toujours quelqu'un qui est plus mental que vous pour vous rendre mental. Vous pouvez pas vous rendre mental tout seul. Ça vous prend une plus grande opposition. Donc, si on regarde sur l'échelle de l'évolution, on va regarder un initié qui va se faire créer, fonder, forger un centre de gravité mentale par les plans invisibles. Puis si on le regarde sur le plan humain, il va y avoir des hommes qui, par rapport à d'autres hommes, vont se faire forger un centre de gravité mentale. Mais il faut que ça vienne d'ailleurs. L'homme n'est pas capable L'homme n'est pas capable de se créer tout seul. Il faut qu'il soit modelé. Puis les événements, c'est pas suffisant. Les événements servent à ça, mais les événements sont toujours en relation avec des individus. Si vous êtes dans une compagnie, par exemple, vous travaillez, vous avez un patron, techniquement, votre patron est capable de vous amener à développer un centre de gravité mentale. Mais ça prend quelqu'un qui est au-dessus de vous. Ça peut pas être l'autre. Si vous êtes secrétaire, ça va pas être l'autre secrétaire. Il faudrait que ce soit la secrétaire qui est un petit peu plus au-dessus de vous. Ça prend une hiérarchie d'énergie pour créer un centre de gravité mentale. Parce que ça prend quelqu'un qui, techniquement, est en autorité psychologique ou en autorité vibratoire. Ça prend toujours quelqu'un qui est en autorité de. Même les événements vont vous amener à développer un centre de gravité mentale. Les gens qui vivent la guerre, par exemple, ou les gens qui vivent des conditions. Bon, les événements très, très difficiles vont les changer, vont les amener à développer une certaine sorte de centre de gravité mentale. Un homme qui passe par des très grandes épreuves dans la vie va en sortir fort, plus fort. Il va avoir développé un centre de gravité mentale. Il est encore astralisable, ce centre de gravité mentale-là. Mais l'événement va avoir créé une condition particulière pour lui permettre de développer un centre de gravité mentale. Mais l'événement, même l'événement, il est impersonnel, il est quelque chose au-dessus de lui. Un événement, c'est toujours au-dessus de nous autres. Alors, ça prend toujours quelque chose au-dessus de nous autres. C'est pour ça que les hommes qui vivent toute une vie sans opposition, ne peuvent pas grandir au niveau du développement d'un centre de gravité mentale. Un homme, là, une personne, là, que tout va bien, là, il a son petit chèque à tous les jours, puis il a sa petite job assurée, ou sa mère, il a laissé 500 000 piastres, qui part de sa job, qui part pas sa job, tout marche. Il peut pas développer de centre de gravité mentale. Où la vie va l'amener à développer un centre de gravité mentale, c'est probablement au niveau de la maladie. La maladie, c'est une chose qui est réellement au-dessus de l'homme et qui peut l'amener à développer un centre de gravité mentale. Il y a des hommes qui ont vécu des expériences, des accidents, puis après l'expérience puis l'accident, qui est une situation au-dessus de lui, plus forte que lui, ces hommes-là ont développé une sorte de centre de gravité mentale. Donc, le point que je veux faire de cette discussion-là, c'est qu'un centre de gravité mentale, ça se construit à travers l'opposition. Et les hommes doivent apprendre à utiliser l'opposition pour se construire eux-mêmes. Bon. Par rapport à la vie, c'est facile, techniquement, c'est plus ou moins facile d'utiliser l'opposition parce qu'on n'a pas de choix. Quand tu es malade, tu n'as pas le choix de pouvoir passer à travers ta maladie. Mais quand on deal avec des individus, là, c'est pas pareil. Parce que des individus, on peut leur donner une claque sur la gueule, on peut leur donner un coup de pied, on peut leur fermer la porte, on peut dire « je veux plus te voir », et ainsi de suite. Puis, à ce moment-là, avec des individus, c'est plus facile, c'est plus difficile de se développer un centre de gravité mentale, parce qu'en général, les individus n'ont pas la force ou n'ont pas la présence d'esprit pour le faire. Mais c'est réellement avec des individus en opposition, des individus intelligents naturellement, des individus en opposition qu'on peut en arriver à développer un centre de gravité mentale. Ces gens-là dans la société, vous les appelez, vous allez dire, cet homme-là, c'est un homme sage, ou cet homme-là, c'est un homme qui a de l'expérience, ou cet homme-là, c'est un homme qui a du caractère, ou cet homme-là, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience. Mais ces gens-là sont vibratoirement au-dessus de vous. Ces gens-là peuvent vous amener à développer un centre de gravité mentale. Si vous ne voulez pas participer avec eux à la compréhension ou à une certaine éducation de vous-même, à ce moment-là, vous ne pourrez jamais développer un centre de gravité mentale et vous resterez à votre diapason, vous resterez à votre niveau et vous n'apprendrez rien dans la vie au niveau en ce qui concerne l'actualisation de votre plein potentiel.
Bon, de la façon que je l'entends, moi, j'ai comme l'impression qu'opposition impose à l'individu une forme subtile ou directe de domination, soit par le fait de l'événement ou d'une compétence quelconque, que l'individu est appelé à renverser cette situation. Bon, au niveau de l'opposition, la vie, c'est de l'opposition. La vie sur la Terre, c'est de l'opposition. Tout est en opposition. Donc, nos relations avec les hommes sont l'expression humaine de cette opposition-là. Puis le problème, c'est que on est, dans nos sociétés ou dans notre psychologie sociale, on n'a pas été instruit, on n'a pas été éduqué à utiliser l'opposition. On a été éduqué à s'affranchir de l'opposition. On a été éduqué à boquer contre l'opposition. On a été éduqué à se sauver de l'opposition. Ou on a été éduqué à combattre l'opposition de façon aveugle, irrationnelle. Ça mène pas nulle part, parce que ça ne nous permet pas de développer un centre de gravité mentale intelligent. Ça peut nous amener à développer un centre de gravité, mais il va être astralisé. Puis, pour pouvoir utiliser l'opposition, puis bénéficier de l'opposition à différents niveaux dans la vie, il faut avoir un certain niveau de sécurité. Ce qui, un homme qui a beaucoup de sécurité ne se sent jamais en opposition, ne se sent jamais opposé. C'est évident que les hommes ne peuvent pas voir les choses comme vous voulez parce que vous avez votre taux vibratoire. On a tout notre cristal, puis notre cristal, il a toute sa fréquence. Par contre, un homme qui a beaucoup de sécurité, ou plus un homme a de sécurité, moins il est menacé par l'opposition. Donc, un être qui est menacé par l'opposition, c'est un être qui ultimement est insécure intérieurement. Peut-être pas en surface, mais en dedans, il est insécure. Puis l'ego doit s'affranchir de ceci parce que ça fait partie de son évolution, ça fait partie de sa transmutation, ça fait partie de l'éveil de son potentiel, d'en arriver à neutraliser ces forces astrales-là. Parce qu'être insécurisé par de l'opposition, c'est être astralisé instantanément. Fait que si vous travaillez avec des hommes dans le monde et que vous vivez toujours de l'opposition par rapport à eux, vous ne pourrez jamais aller très loin avec ces hommes-là parce qu'éventuellement, l'astral de l'événement ou l'astral qui va naître de vos relations humaines à cause de l'événement, éventuellement va éteindre le feu de vos alliances. Puis éventuellement, vous ne pourrez plus vous retrouver. Dans ce sens que vous ne pourrez plus voir œil à œil, esprit à esprit. Puis à ce moment-là, vous allez vivre une dislocation dans la relation, puis vous ne pourrez pas construire ensemble. C'est très, 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 très... Je comprends que l'homme soit insécure à cause de notre culture, notre éducation, la déformation de nos personnalités. L'évolution, ça a été très pénible pour l'évolution de l'homme. Mais c'est très important pour l'homme qui se conscientise de comprendre que l'opposition, c'est simplement un test personnel pour voir jusqu'à quel point il est capable de réduire, de neutraliser le nœud astral de sa conscience. Mais, disons, pour le commun des mortels, on n'a pas à chercher l'opposition pour développer un centre de gravité. Non, quelqu'un qui cherche l'opposition, c'est un idiot. OK. Donc, il y a suffisamment d'opposition. Oui, c'est ça. Bon, pour l'individu qui a l'impression qu'il y a trop d'opposition, est-ce qu'il vit une illusion? Un individu qui sent qu'il y a trop d'opposition, c'est un individu qui enregistre en lui-même des avertissements concernant sa personne, concernant son individualité personnelle. Donc, un individu qui sent trop d'opposition, il y a un signe, il y a des signaux en lui, dans sa conscience, qui lui indiquent que c'est too much, là, ce qui se passe, il y a trop d'opposition. Puis il faut qu'il s'organise à ce moment-là pour bien regarder la situation et prendre des décisions par rapport à l'opposition. C'est pas parce qu'une opposition existe qu'elle est nécessairement bonne. Puis c'est pas parce qu'une opposition existe que l'homme doit nécessairement traiter avec elle. Ça dépend de sa décision personnelle. Il y a des individus qui, en fonction d'une certaine opposition, dans la mesure où ils sont suffisamment évolués, doivent en arriver à traiter avec elle puis voir réellement si c'est de l'opposition. Parce qu'il y a de l'opposition qui existe, qui semble être l'opposition, mais qui n'est pas de l'opposition. Ça semble être de l'opposition parce qu'il y a de la crainte chez l'homme. Par contre, il y a des individus qui vont vivre de l'opposition parce qu'effectivement, opposition, il y a. Dans le sens que une opposition qui émane d'un centre de gravité mentale astralisé, c'est de l'opposition.
Tandis qu'une opposition qui émane d'un centre de gravité mentale intégrale n'est pas une opposition dans le centre de gravité mentale intégrale, c'est une opposition qui existe dans l'esprit de l'autre. Donc, une opposition, ça n'existe pas dans un mental intégral. Un homme qui est conscient ne crée pas d'opposition. Par contre, un homme qui est conscient peut faire des choses qui vont sembler créer dans celui qui est moins conscient de l'opposition. Donc, c'est à lui de réellement voir s'il y a de l'opposition réelle. S'il est intelligent, il va voir qu'il n'y a pas d'opposition réelle, donc il va continuer, puis il va raffiner son processus d'alliance. Si on traite avec des individus qui sont déjà dans une astralisation du mental et qui créent de devant cette opposition-là. Si c'est capable de traiter avec cette opposition-là, avant d'être détruit par cette opposition-là. Parce qu'il y a des signes d'avertissement qui disent, bon, mais là, la pression est forte, et puis qu'il vaut la peine de combattre, puis il y a d'autres situations où ça vaut vraiment pas la peine de combattre, parce que d'ailleurs, si on continue de combattre, on va se rayer de la map, là, financièrement, émotivement, socialement. Bon, mais ça dépend de l'individu. C'est l'individu qui a sa propre mesure. Puis ça, mais c'est une mesure de son intelligence. Okay. Un individu qui serait pas intelligent ou un individu qui vivrait trop d'illusions par rapport à une opposition et qui voudrait continuer à vivre un rapport plus étroit avec l'opposition pour toutes sortes de raisons. Ça peut être des raisons spirituelles, ça peut être des raisons psychologiques. Éventuellement, la vie l'amènerait à réaliser qu'il doit se sortir de ce conflit-là. Parce que techniquement, l'opposition ne vient jamais d'en haut. Elle vient toujours d'en bas. Autrement dit, l'opposition, elle part toujours de registres inférieurs. Et pour qu'elle soit utilisée, pour que ce soit valable, qu'on travaille avec elle, pour que ce soit valable, qu'on continue à l'utiliser, cette opposition-là, pour grandir, il faut qu'on soit sûr qu'elle est valable. Là, vous allez dire, bien, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'elle est valable? Bon, on peut être sûr dans la mesure où soi-même, on ne perd pas trop. Si on perd, puis on perd, puis on perd, puis on perd, puis on perd notre santé, puis on perd notre argent, puis on perd, éventuellement, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que de l'opposition, c'est valable dans ce sens qu'il faut qu'elle soit réellement agencée à un processus créatif. Exemple. On va prendre des parents, par exemple, qui éduquent leurs enfants, des parents qui sont intelligents, des parents qui ont de l'expérience, des parents qui ont un bon sens d'équilibre, ainsi de suite. Ils peuvent faire de l'opposition à leurs enfants. Ce qu'on appelle de l'éducation, c'est de l'opposition à leurs enfants. Puis, dans la mesure où les enfants vont apprendre à corriger leur astral pour développer un centre de gravité mentale, mais à ce moment-là, les enfants peuvent continuer à vivre par rapport à l'opposition des parents puis en bénéficier. Mm-hmm. Par contre, vous pouvez avoir des parents qui vont se servir de l'opposition par rapport aux enfants en fonction d'une grande déformation de personnalité, ce qu'on appelait dans le temps l'autoritarisme paternel. Là. C'est ça. Bon, ils ont toujours raison, puis ils ont toujours raison, puis ils ont toujours raison. Tu vas pas commencer à me montrer comment faire des enfants. Toute cette connerie-là, là. De la période du Plessis, là. Puis tout, là. Bon, ben ça le détruit. Ça détruit des enfants. Ça fait que... Mais l'enfant, quel moyen qu'il a, lui, pour dealer avec cette opposition-là? Là, ça va dépendre de son âme, ça va dépendre de son expérience. Il y en a eu des enfants durant la période de Duplessis dans la vieille génération qui ont dit à des parents, mange donc de la merde, Dieu sans dessein, je crisse mon camp. Puis ils ont bien fait. Ils sont rendus, ils ont des enfants, puis ils sont heureux, puis ils élèvent leurs enfants d'une façon totalement différente. Puis il y en a d'autres, mais ils ont été totalement brimés par ces sans-dessins-là. Totalement brimés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la force, il n'y avait pas l'âme, il n'y avait pas la force, ça faisait partie de leur karma. Ils sont restés assujettis à cette sorte d'empoisonnement parental. Parce que dans le temps, nos parents, c'était des dieux, nos parents, c'était l'autorité, nos parents, c'était une extension de la sagesse spirituelle d'Église. Là, on s'aperçoit que c'était pas de même. Bon. Puis la même chose au niveau de l'Église. Ça fait que avec les années 50, 60, la télévision, heureusement que la télévision est venue dans le monde,
l'information, la radio, mais là, on est informé, puis là, on s'aperçoit, on voit ce qui se passe dans le monde. On les voit des crimes contre les enfants qui se font. On les voit les crimes contre des religieux, des clercs contre les enfants qui se font. Fait que là, on fait des corrections aujourd'hui. Mais dans le temps, alors, c'est à cacher, c'est en dessous du tapis. Ça fait que je regarde simplement ma mère. Ma mère, c'est une femme qui a beaucoup d'énergie à 81 ans, puis elle est forte, puis elle fonctionne. Mais elle a été totalement meurtrie par ses parents. Pourquoi? Parce que c'était des orgueilleux, c'était des autoritaires. Après le pape, c'était lui le père. Tu sais, qu'est-ce que tu peux faire? Fait que ça l'a ruiné des aides. Complètement ruiné des aides. Puis quand je regarde ma mère aujourd'hui, 81 ans, qui pète du feu, mais qui est totalement névrotique. Mais elle est névrotique, pourquoi? Parce qu'elle a été détruite par sa famille. Mais elle a assez d'âme, assez d'énergie. Il y a probablement le lien d'amour entre moi et elle là, qui l'a aidé pendant des années à passer à travers, puis pas craquer, tu sais. Mais c'est abominable ce que des parents peuvent faire à des enfants. Autrement dit, ce que l'opposition, qui n'est pas créatrice, peut faire à des êtres qui sont sur un palier vibratoire inférieur. C'est pour ça que, dans un sens, malgré tous les problèmes qu'on a dans notre société aujourd'hui, quand je regarde les enfants, la nouvelle génération, et ainsi de suite, la dislocation sociale qui se crée, qui est nécessaire d'ailleurs. C'est une période transitoire, là, on va vivre ça pendant quelques générations. Toute cette restructuration des liens, là, c'est nécessaire parce que si on n'avait pas vécu ça, cette période-là où la jeunesse a réellement pris les guides au niveau des changements, de la transformation profonde du psyché collectif, on serait réellement des êtres abrutis. Fait que l'opposition, c'est nécessaire quand c'est intelligent. Quand il y a de l'opposition, c'est toujours parce qu'on se sent insécurisé. Donc, si on est intelligent, on est capable de voir à travers cette opposition-là, puis on est capable de mesurer si elle est intelligente et utile. Donc, à ce moment-là, on l'utilise pour s'affranchir nous-mêmes de notre propre insécurité. Si l'opposition n'est pas intelligente, elle est trop astralisée, il faut la mettre de côté. Puis techniquement, il faut la détruire parce que elle est contagieuse, elle est astrale, puis elle se perpétue, ainsi de suite. Donc, c'est très important d'étudier les lois de l'opposition, les facteurs d'opposition, la conscience humaine par rapport à l'opposition, puis regarder ce phénomène universel-là qui est l'opposition, soit au niveau des nations, soit au niveau des individus, parce que techniquement, ça fait partie de la dynamique polarisée des peuples, ça fait partie de la dynamique polarisée de l'expérience personnelle. Puis, c'est très important de savoir comment dealer avec l'opposition. C'est-tu l'homme qui est en opposition avec nous autres? Quelqu'un nous fait en opposition. Y est-tu réellement en opposition? Mais non, c'est notre crainte qui nous fait penser qu'il est en opposition. Ça, il faut régler ça une fois pour toutes. Puis, est-ce que la personne est réellement en opposition? Ça, c'est l'autre niveau. Si la personne est réellement en opposition, puis c'est pas intelligent, il faut avoir assez de force intérieure pour réellement la neutraliser, cette opposition-là, s'éloigner d'elle. Puis, il faut un jour être capable d'envie de prendre des décisions, puis de mettre de côté nos liens émotifs, qui sont des liens simplement de sauvagerie sophistiquée. Mettre de côté nos liens émotifs pour dire, bon ben, cette personne-là, là, je ne veux plus rien savoir, là, je m'en vais dans cette direction-là. Puis c'est bien important parce qu'on est des êtres qui avons cultivé pendant des générations et des siècles ce que j'appelle le comportement social, la vertu d'être avec des autres, la vertu d'appartenir à un groupe, la vertu d'appartenir à une famille, la vertu d'appartenir à une race, la vertu d'appartenir à une conscience collective. Puis ça, pourquoi? Parce qu'on est insécure. Il faut qu'on en fasse des études. Les psychologues doivent en faire des études. Les philosophes doivent en faire des études. Vous ne pouvez pas simplement prendre des paramètres d'expérience sociale ou collective et dire, bon, mais c'est de même que ça marche. Il n'y a rien sur la Terre, dans l'expérience de l'homme, qui est techniquement fondé dans un absolu. Tout est sujet à changement en fonction des générations, puis en fonction des cycles comme on vit présentement. Donc, l'être humain doit réellement apprendre à comprendre la dynamique des oppositions dans son expérience. Et s'il comprend la dynamique de l'opposition dans son expérience, il va en arriver à être libre, créatif. Il va en arriver à être créativement en opposition quand c'est nécessaire, mais il ne sera pas en opposition par insécurité. Parce que quand tu es en opposition par insécurité, c'est très grave parce que tu peux détruire, tu peux amenuiser la conscience d'un autre qui automatiquement, par réverbération, va devenir elle aussi en opposition par insécurité. Puis ça descend dans l'arbre généalogique de l'inconscience humaine. Puis finalement, ça finit
qu'on a des êtres qui ont plus d'identité, ils n'ont plus de centre de gravité. Puis quand vous avez des gens comme moi qui arrivent avec des idées qui sont totalement neuves, qui ne sont pas pensées, qui ne sont pas pensables dans le monde, ça crée des chocs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable, par nous-mêmes, de réaliser que l'homme doit être totalement affranchi de sa condition humaine, que l'homme ne peut s'affranchir que dans la mesure où il connaît les lois dynamiques de la disproportion entre son état d'être pur et son état d'être conditionné. Fait que c'est ça l'évolution. C'est ça les nouvelles idées. C'est ça l'avantage d'un homme conscient contre le désavantage de l'homme inconscient. C'est ça la sortie de notre programmation planétaire. C'est ça notre potentiel humain. C'est ça ce qu'on a toujours cherché dans la vie à travers l'euphémisme de l'état d'être qu'on a appelé le bonheur. L'homme a cherché à être heureux, puis heureux, puis heureux, puis heureux. Tout le monde va être heureux. Tu peux pas être heureux, parce qu'être heureux, c'est vivre un haut par rapport à un bas. L'homme doit être bien dans sa peau. Quand tu es bien dans ta peau, tu n'as plus besoin d'être heureux. Ben, philosophiquement, religieusement, spirituellement, on a toujours cherché à être heureux parce que ça fait partie de la codex sociale, ça fait partie de la codex morale, de la codex éthique de notre civilisation ou des civilisations. On va à l'église pour être heureux, on va dans un club pour être heureux, on se marie pour être heureux, on fait tout pour être heureux, puis on est toujours dans la merde. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas être heureux. Il va falloir qu'un jour, quelqu'un, des psychologues, des philosophes, des scientifiques fassent des études, puis réalisent que ça n'existe pas être heureux. Ça, c'est un peu comme la nonne en Angleterre, là, la nonne qui vient d'écrire un livre qui est un best-seller, là, sa liste aux États-Unis, là, ou en Angleterre, je ne sais pas, quelque part. Là, il y a un livre qui vient de sortir. Puis elle dit, Dieu, c'est un figment it's a figment of human imagination. Le concept de Dieu, c'est le produit de l'imagination humaine au cours des siècles. Ouvrez vos lumières. Fait que là, les gens disent, bon, ouais, s'il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des hiérarchies. L'invisible existe, il y a des hiérarchies, il y a du monde de l'autre bord, il y a des intelligences de l'autre bord, mais il y a une différence entre dire qu'il y a un Dieu là-bas avec une grande barbe qui run tout le monde, puis de dire que de l'autre bord, il y a des intelligences, des milliards, des légions d'intelligences qui font partie des forces cosmiques en évolution sur différents plans d'évolution dans des civilisations imaginaires, qu'on appelle imaginaires dans le sens qu'elles ne sont pas matérielles. Le concept de Dieu, il va falloir qu'on fasse sauter ça un jour parce qu'on va rester con forever. C'est une disproportion dialectique de notre mental émotivé, le concept de Dieu. Il faut être réellement malade pour penser que Dieu existe. Il faut réellement pas être intelligent. De dire qu'il y a des êtres, des hiérarchies en évolution qui participent créativement avec l'homme, qui participent à l'évolution cosmique des civilisations, des races puis des mondes, ça c'est correct. On peut parler avec eux autres, il n'y a pas de problème. Mais de dire que un Dieu, c'est inventer l'infamie du mensonge universel. C'est protéger les forces universelles de la vie contre le pouvoir de l'homme. C'est empêcher l'homme de rentrer dans son identité. C'est la sommation technique de mensonges cosmiques que l'homme n'a même pas dit encore. C'est réellement assujettir l'homme à l'état de créature puis de bébête. C'est de faire de l'homme un petit truc de cul pendant que quelqu'un, là, run les cordes. C'est de la connerie, le concept de Dieu. Puis c'est un concept. Que ce soit un concept polythéiste ou que ce soit un concept monothéiste, le concept de Dieu, c'est un concept qui est utilisé par les pouvoirs spirituels de la Terre pour qu'eux autres continuent à protéger leurs assises, puis maintenir le pouvoir sur des populations qui sont encore dans l'évolution puis ignorantes. Par contre, puis laissez-moi finir ça parce que c'est intéressant. Puis ce qui arrive, c'est que vous avez des gens où il y a des notions, parce que je suis pas le seul, je suis pas la seule personne dans le monde qui a des idées qui sortent du terrain battu. Il y a des idées ésotériques qui existent depuis des siècles. L'ésotérisme chrétien existe depuis des siècles. Il y a des penseurs qui ont pensé des choses, ou qui ont vu des choses, ou qui ont expérimenté des choses depuis des siècles. Il y a des connaissances extrêmement profondes qui existent sur la Terre, mais qui ne sont pas intégrées dans la codex théologique des grandes religions ou des grands systèmes de pensée. Pourquoi? Parce que ça leur enlèverait tout le pouvoir.
Puis, si on regarde toute la hiérarchie descendante de l'ignorance éduquée et sophistiquée de ceux qui maintiennent ces systèmes-là, mais éventuellement, on s'aperçoit que l'être humain en tant qu'individu a été, pendant des siècles, violé de savoir qu'il y a des hommes dans le monde qui ont su, qui ont pensé, qui ont vu des choses réellement intelligentes, mais ça a été tassé parce que l'establishment scientifique ou l'establishment spirituel ou l'establishment religieux, autrement dit, le pouvoir temporel sur la Terre, n'a pas voulu s'imbiber de ces connaissances-là, parce qu'on sait très bien que quand on rentre dans le couloir des connaissances réellement de haute conscience psychique, on ne peut plus penser comme avant, on ne peut plus traiter avec des concepts comme avant, on ne peut plus voir la vie comme avant, on ne peut plus mesurer les valeurs de notre civilisation comme avant, on ne peut plus vivre l'opposition comme avant. C'est pour ça qu'il va venir un point dans l'évolution de l'homme au cours des générations à venir et des siècles à venir, où l'homme lui-même, lorsqu'il se sera totalement affranchi de sa propre opposition astrale, qu'il se sera réellement affranchi des oppositions occultes qui feront partie de sa connaissance plus avancée, l'homme en arrivera un jour à accéder à ce qu'on appelle la compréhension des mystères, puis un jour les mystères n'en auront plus. Fait que quand il n'y aura plus de mystères, puis que l'homme réellement aura contact avec les circuits universels, que l'homme sera capable de réaliser et communiquer télépathiquement avec des hiérarchies qui ne sont pas sur le plan matériel, c'est normal, parce que l'univers est très vaste. À ce moment-là, l'homme réalisera qu'on s'est fait réellement enculé pendant longtemps. Maintenant, diriez-vous que l'ultime opposition, c'est le mensonge cosmique? L'ultime opposition, c'est le mensonge cosmique, définitivement. Bon. Quel type de centre de gravité qu'il faut avoir pour traiter avec cette opposition? Un très gros. Un très gros centre de gravité, parce que ultimement, d'abord, pour le reconnaître, le mensonge cosmique, pour le découvrir, il faut vivre des expériences sur les plans subtils. Puis vivre des expériences sur les plans subtils, c'est pas évident parce que l'homme est toujours confronté dans son alliance avec l'invisible. Il est toujours confronté avec des tests, puis des tests, puis des tests, puis des tests. Le pouvoir ne se donne pas. Que vous traitiez avec des militaires sur la Terre, que vous traitiez avec des hiérarchies spirituelles sur la Terre, que vous traitiez avec des hiérarchies politiques sur la Terre, le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache. Et l'homme, quand l'homme accédera au mystère ou que l'homme entrera en relation mentale, psychique, expérientielle avec d'autres plans, il verra que le pouvoir, faut qu'il s'arrache. Mais il s'arrache à qui et à quoi? Il s'arrache en fonction de l'absence de crainte. Moins l'homme a de crainte, plus il est capable d'arracher le pouvoir. Puis on comprendra un jour que la constitutionnalité, la structuration, la programmation, la formation et le développement des formes de pensée sur la Terre est totalement basé sur la progression presque absolue d'un pouvoir anti-homme. Autrement dit, quand on regarde pouvoir sur la Terre, on regarde toujours état de choses anti-individu. État de choses anti-individu. Donc, le pouvoir planétaire qui fait partie de l'expérience de la Terre puis qui fait partie de la dynamique terrestre de l'expérience humaine est toujours anti-homme. Ça, c'est sur la Terre. Fait que si c'est comme ça sur la Terre, c'est comme ça dans les éthers. Et à fur et à mesure que l'homme va passer d'un plan à un autre, il va s'apercevoir qu'il n'y a pas de différence entre la crocherie sur la Terre puis la crocherie dans les éthers. La seule différence, c'est que la crocherie dans les éthers est beaucoup plus intelligente. Fait que ça prend un centre de gravité très, très développé, puis ça prend une absence de crainte totale, puis ça prend une absence de crainte totale, puis ça prend une absence de crainte totale pour réellement arracher aux forces cosmiques, aux hiérarchies qui dominent, comme les hiérarchies sur la Terre dominent, pour leur arracher le pouvoir, pour ensuite que cette énergie-là vienne vers l'homme et que l'homme finalement ait accès aux archives, que l'homme ait accès à une vibration, à une communication avec les circuits universels, que l'homme ait réellement ses assises sur la Terre, dans la matière, comme il aura ses assises sur le plan éthérique. Et le pouvoir ne vient, la capacité de pénétrer les mystères ne sera jamais donné à l'homme gratuitement, il faudra qu'il les arrache. Et ça demande une capacité intégrale de savoir traiter avec l'opposition. Bernard, si vous dites que le pouvoir est anti-homme,
Il y a des hommes qui véhiculent le pouvoir. Est-ce que ça veut dire que l'homme qui veut du pouvoir doit être anti-homme? Un homme qui veut le pouvoir est anti-homme. Donc, toute personne qui a du pouvoir est anti-homme. Ah oui, oui. Oui, parce que le pouvoir, chercher le pouvoir, c'est avoir... Une personne qui cherche le pouvoir a un centre de gravité mentale astralisé. Donc, chercher le pouvoir, automatiquement, va vous amener à agir de façon anti-humaine, parce que le pouvoir, c'est l'absence de reconnaissance de l'universalité de la lumière à travers l'être. Un homme qui recherche le pouvoir dans un sens purement technique, purement symbolique, purement fonctionnel, s'établit un petit peu comme une sorte de divinité, une petite divinité, un petit absolu. Donc, c'est très grave, un être qui recherche le pouvoir. Parce que automatiquement, il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre l'astral de sa conscience. Il ne peut pas s'éduquer à aimer. Il ne peut pas s'éduquer à l'harmonie. Il ne peut pas s'éduquer à la récupération. Il ne peut pas s'éduquer aux lois de sa propre lumière, parce que sa lumière est astralisée. Donc, un homme qui cherche le pouvoir, automatiquement, au cours de son expérience, va détruire, au cours de son expérience, va créer des conditions qui, ultimement, ne façonnent pas la civilisation, la terre, les liens, la vie, à l'image de la lumière, mais les façonnent plutôt à l'image de la mort, à l'image de la destruction, à l'image de la décomposition, à l'image de l'impuissance éventuelle. Rechercher le pouvoir, c'est anti-homme. La seule pouvoir qui existe dans le cosmos, c'est la lumière. La lumière, une fois qu'elle est créative, elle l'est toujours anyway, mais une fois qu'elle n'est pas astralisée et qu'elle est fusionnée avec l'homme, qu'elle travaille avec l'homme, qu'elle canalise à travers l'homme, la lumière elle-même est suffisamment créative pour être ce qu'on appelle un pouvoir, c'est-à-dire créative, en puissance, élevante, objective. Donc, l'homme n'a pas besoin de pouvoir. Donc, un homme qui cherche le pouvoir, c'est un homme qui travaille avec les forces de la mort. C'est un homme qui travaille éventuellement avec la faillite. C'est un homme qui, éventuellement, va reconnaître que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce que l'énergie qu'il va avoir mis dans la recherche du pouvoir, éventuellement, va se dissiper et il va finir sa vie malade. Il va finir sa vie infirme. Il va finir sa vie avec perte. Il va finir sa vie assassiné. Il va finir sa vie d'une façon ou d'une autre, totalement non reconnue par les hommes. Hitler, il a cherché le pouvoir. Mussolini a cherché le pouvoir. Hitler, Staline a cherché le pouvoir. Napoléon a cherché le pouvoir. Les hommes qui ont cherché le pouvoir, ce qu'on appelle les grands hommes de l'humanité qui ont cherché le pouvoir, ont créé beaucoup plus de destruction que d'élévation de la conscience humaine. Ils ont fracturé la civilisation. Ils ont créé des nœuds énormes dans les forces sociales. Ils ont polarisé l'humanité. Donc, le pouvoir, c'est anti-homme. Et pour les gens qui s'avancent dans des sciences plus perfectionnées, plus subtiles, comme les sciences ésotériques, les sciences occultes, ou les sciences de l'esprit, ou la science de l'esprit, ces gens-là doivent faire réellement attention à ne jamais rechercher le pouvoir dans leur démarche. Parce qu'éventuellement, ils vont frapper un mur. Parce que le pouvoir, c'est une recherche personnelle. Alors que la puissance créatrice de l'esprit, la lumière, qui est son propre pouvoir, qui est sa propre génération, elle appartient à tous les hommes, mais elle passe à tous les hommes. L'homme est un être universel en potentiel. Fait qu'à ce moment-là, on ne peut pas regarder le pouvoir comme étant une valeur positive. On ne peut regarder le pouvoir comme étant une valeur temporaire et effectivement, dans le temps, négative. Parce qu'elle nécessite une certaine astralisation. Le pouvoir dont vous parlez semble être capable de passer d'une personne à l'autre instantanément. Dans la mesure où il n'y a pas d'astralité, oui. Bon, est-ce qu'une personne consciente qui n'est pas astralisée, est-ce que, là, on parle automatiquement de quelqu'un qui est pour l'homme, est-ce que c'est une personne qui donne le pouvoir ou qui le fait reconnaître dans l'autre? Une personne consciente,
Une personne consciente va reconnaître chez des hommes telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est facile de reconnaître l'intelligence chez l'homme. Qu'un homme ait un petit peu d'intelligence ou plus d'intelligence ou plus d'intelligence. Une personne consciente prend toujours conscience de l'intelligence ou des aspects créatifs, utiles, positifs de l'être. Ça fait partie de sa capacité de traiter avec l'autre. Si l'autre se donne du pouvoir à travers ça, c'est son problème. Mm-hmm. Mais, et c'est sa faille, c'est sa faiblesse. Mais un être conscient reconnaît naturellement chez l'être humain des qualités, des qualités, des qualités, des qualités, des qualités. Il y a des êtres à qui tu peux dire, bon ben, toi t'es beau, toi t'es belle, toi t'es fin, toi t'es ci, toi t'es ça. Puis il y en a qui vont prendre cette qualité-là qui leur a été dit, racontée, puis qui vont là s'enfler la tête. Là, à ce moment-là, ben là, c'est leur expérience. Ouais. Ils vont chercher du pouvoir, eux autres, avec ça. Là, ils vont aller chercher du pouvoir avec ça. C'est ça. Ça, c'est... Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que les personnes qui reconnaissent l'esprit de l'autre ou qui ont l'aptitude de reconnaître l'autre, ce sont des gens qui ne veulent pas le pouvoir? Des gens qui reconnaissent l'esprit de l'autre sont des gens simplement intelligents. Donc, qui ne cherchent pas le pouvoir. Ce sont des gens intelligents. Tu ne cherches pas le pouvoir si tu es intelligent. OK. Ça ne fait pas partie de ça. Bon, le corollaire inverse, le style une personne qui cherche le pouvoir n'est pas capable de reconnaître l'esprit de l'autre. C'est plus difficile, parce qu'il veut le pouvoir. C'est ça le pouvoir. Quand on cherche le pouvoir, c'est nous qui devenons naturellement le point central. C'est nous qui devenons le centre d'un microcosme. C'est nous qui devenons le centre plus ou moins agité d'une formulation créative. L'attention, ça vient vers nous. Tout tourne autour de nous. Okay. C'est ça le pouvoir. Bon, les personnes qui ont le pouvoir en général disent tout le temps que pour être sûr qu'une décision soit mise dans l'action, il faut que le centre d'énergie soit focalisé sur deux personnes. Parce qu'il y a une personne qui doit prendre une décision. Comment on traite à ce moment-là avec ça? Qu'une personne prenne une décision, ça fait partie de l'autorité de son intelligence. Ça ne fait pas partie de son pouvoir. Il y a une différence. Donc, une personne peut prendre une décision parce que ça fait partie du pouvoir, donc son intelligence est réduite à être une intelligence de pouvoir. Mm-hmm. Alors qu'une personne intelligente va prendre une décision parce que ça fait partie de son intelligence d'être décisionnelle. Donc, l'autorité de la décision est dans son intelligence. L'autorité de sa décision n'est pas dans sa recherche du pouvoir. Mm-hmm. Donc, il y a deux nuances, là. Deux nuances qui sont très, très différentes. Une personne qui est intelligente, créative, elle prend une décision. On va lui donner l'autorité de la décision à cause de l'intelligence, de la clarté, de la lumière. Mm-hmm. Puis vous avez l'autre personne qui va prendre une décision en fonction d'une intelligence basée sur le pouvoir. On va lui donner l'autorité de la décision parce que cette personne-là prend le pouvoir décisionnel. Mm-hmm. Elle s'octroie le pouvoir. Donc, c'est une autre sorte de décision. C'est une autre sorte d'intelligence. C'est pas la même que l'autre. C'est celle-là qui s'astralise. C'est celle-là qui s'astralise, oui. Pour terminer, Bernard, est-ce que vous diriez que toute opposition est en mesure de former un centre de gravité et que toute opposition est liée à une mémoire? Toute opposition. Une personne qui vit de l'opposition a une mémoire à traiter, oui. Oui, parce que vivre de l'opposition, sentir de l'opposition, c'est manquer d'une certaine lumière pour traverser l'opposition. Mm-hmm. Un homme, une âme qui aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience, qui serait très, 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 très évoluée et qui vivrait ce qu'on appelle une opposition, elle vivrait simplement un dilemme. Okay. Puis ce serait pas long qu'elle verrait à travers l'opposition, qu'elle verrait à travers le dilemme, elle serait capable de couper le nœud gordien. Mm. Non, l'opposition pour elle n'existera pas. Ce serait simplement un événement temporaire, puis avec le temps, elle verrait à travers, elle saurait comment briser, passer à travers ce nœud-là. Tandis qu'une âme qui n'aura pas beaucoup d'expérience, très très mal avec l'opposition, parce qu'elle n'aurait pas la conscience suffisamment vibrante pour aller chercher dans son mental, dans son esprit, les registres nécessaires, donc l'intelligence, donc les notions, donc les moyens pour réellement couper à travers ce nœud-là. Mm. Je vous remercie infiniment, Bernard.
On se revoit dans 20 minutes et je vous recommande chaudement cette cassette. Merci.